j'avais insisté pour qu'on soit en présentiel, parce que je crois qu'on doit se rencontrer, on doit échanger, plutôt que par Zoom. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir un Zoom qui va enregistrer. Je pense qu'il y aura peut-être quelques collègues qui sont connectés. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir fait l'effort de venir. Quelques informations un peu. Il y a l'INCa a déposé un appel à projet pour un financement du 3e cycle en hématologie et en oncologie. Donc, on attend la réponse à cet appel à projet. Si elle est positive, on devrait pouvoir avoir un financement pour vous accueillir dans un autre endroit qu'ici, avec entre midi et 2, de quoi se rencontrer, manger un peu ensemble, etc. Donc, favoriser les interactions entre vous et nous. Et je pense que c'est important qu'entre interrégions, vous connaissiez aussi, parce que l'hématologie, c'est une petite discipline, et c'est très important de connaître tous ses collègues sur l'ensemble des interrégions. Donc, le but, là, on ne peut pas le faire aujourd'hui, hein, on n'a pas encore eu la réponse, donc chacun va s'éparpiller, en général, par petits groupes de 3-4 par interrégion, c'est souvent ce que j'observe, mais pour les fois prochaines, on vous dira si c'est possible d'avoir ces moments de convivialité, comme on dit. Scannez votre QR code, parce que c'est grâce à ça qu'on peut ensuite demander les remboursements de transport à la SFH. Donc, moi, je transmets la liste des gens qui ont rempli le truc. Vous pouvez le faire à la pause, enfin, ce n'est pas urgent de le faire tout de suite. Et puis, je vais vous donner juste, pas le programme d'aujourd'hui, parce que ça, c'est Nicolas qui va vous le donner, mais le programme des cours, enfin des séminaires, qui sont les séminaires nationaux. Voilà. Donc, normalement, l'AIH, que je remercie encore, parce que l'AIH nous aide beaucoup à organiser ces séminaires, et la partie logistique, la formation et tout ça. On a 5 sessions cette année en présentiel, avec un lien Zoom pour l'enregistrement et puis pour ceux vraiment qui ne peuvent pas venir. J'envoie par la SFH un message à tous les chefs de service de toute la France pour leur dire qu'il y a le cours de DES. Donc, on ne doit pas vous opposer de dire ah ben non, vous ne pouvez pas y aller, vous devez aller au cours de DES, enfin, vous êtes libéré, c'est une partie de votre formation. Donc, l'ensemble des chefs de service reçoit aussi ce programme, de sorte à ce que ça soit à l'avance, que les services puissent s'organiser, qu'on ne vous oppose pas le fait que vous devez rester jusqu'à personne pour s'occuper des malades. Donc, aujourd'hui, on fait un séminaire sur les leucémies lymphoblastiques. Et je remercie Nicolas Boissel d'avoir accepté de coordonner ce séminaire. Et puis, vous voyez qu'il y en a 4 autres, un sur les myodysplasies le 23 janvier, ça sera un lundi, faites attention, ce n'est pas un vendredi. Un le 24 mars sur la greffe par Didier Blaise, un le 12 mai sur les lymphomes hodgkiniens par Luc Portnetter, et puis un le 23 juin sur les aplasies. Donc, on essaie de faire une rotation du programme sur 3 ans. Donc, soyez pas inquiets, les nouveaux arrivants, je leur souhaite la bienvenue d'ailleurs. Les néo-internes, ceux qui viennent d'arriver, ben, ils auront leur formation sur 3 ans. On couvre à peu près l'ensemble des sujets. Et si jamais il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés, qu'on n'a pas prévu ou qu'on n'a pas mis à l'actualité tout de suite, ben, passez directement par moi ou par votre coordinateur régional. Et puis, on a une réunion une fois par an avec les coordinateurs régionaux pour faire le programme de l'année suivante. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter ou il y a l'AIH si vous voulez. Et puis, on va garder quelques visios, parce que ça, c'était pas mal. Ça permettait d'avoir des petits sujets où il n'y a pas besoin d'y passer une journée complète. Et facile, parce qu'on se connecte le vendredi entre 16h et 19h. Et puis, on a une petite visio avec 2-3 intervenants qui vous font des sujets un peu plus précis. Donc, il y en a déjà une qui a été arrêtée, qui est le 10 mars, qui est sur les mastocytoses. Donc, ce sera Namash Gandhi qui le fera. Et puis, il y en aura peut-être une ou deux, donc je vous donnerai le programme au fur et à mesure après le mois de mars pour compléter l'enseignement national. Donc, à côté des enseignements nationaux, vous avez les enseignements que vous avez au sein de vos interrégions. Par l'appel d'offres de l'INCa, il y a pas mal d'interrégions qui ont postulé, qui ont demandé un financement pour des séances de simulation. Donc, ça, c'est intéressant, mais ça ne va pas se faire au niveau national, parce que c'est trop compliqué de faire une simulation tous ensemble. Donc, ça sera avec vos coordinateurs interrégionaux de simulation, alors à la consultation, ou à la consultation d'annonce, ou des choses comme ça. Donc, ça semble vous intéresser beaucoup. Et puis, si on a un financement de l'INCa, on essaiera aussi d'aller dans des pédagogies un peu plus avancées, rigolotes, mais quelque part, il faut aussi apprendre les bases. Donc, c'est l'objet des séminaires qu'on fait, qui restent assez classiques, mais si vous êtes présent, il y a beaucoup d'interactions, n'hésitez pas à interagir. Voilà un peu pour l'introduction. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur les séminaires nationaux? Donc, encore une fois, hein, faites vraiment l'effort de venir, parce que je crois que c'est important que vous connaissiez et qu'on vous connaisse.
Bah, sur ce, je passe la parole à Nicolas. Encore merci d'avoir organisé cette journée. Merci Philippe d'avoir confié l'organisation. Bonjour à tous. Donc, on commence cette série de séminaires notamment par la maladie la plus fréquente. C'est 900 cas par an en France, en pédiatrie comprise. La moitié, en gros, c'est les enfants, premier cancer de l'enfant. Et l'autre moitié, c'est des adultes. En gros, la médiane, elle doit être vers 15 ans. Donc, traditionnellement, quand j'étais à votre place, cette journée LAL, elle était mixte pédiatrique et adulte. Et devenue mixte pédiatrique et adulte parce que vous savez probablement que les adultes sont beaucoup inspirés pour les jeunes adultes, en tout cas, des traitements pédiatriques qui, pendant des années, ont évolué séparément par réflexion adulte. Et puis, il y a eu une espèce d'électrochoc qui a fait sauter les barrières il y a maintenant une vingtaine d'années. On y reviendra dans l'après-midi. Donc, on va commencer ce matin par la biologie B&T. Alors, comme la LAFI+ a été abordée avec la leucémie myéloïde chronique il y a 6 mois, je crois, hein, c'était le séminaire de l'année dernière. On va très peu en parler, voire pas du tout, on va l'effleurer. Donc, on va parler des BET et Emmanuel Clapier, Vaïda Snafi viendront vous présenter leurs travaux. Il faut savoir qu'en France, vous en avez déjà probablement l'idée, c'est un réseau de prise en charge de l'adulte qui est extrêmement structuré autour d'un groupe qui s'appelle le Véral et qui a abouti à 20 ans à une centralisation de toute la biologie qui est devenue, vous allez le voir, extrêmement complexe à la fois pour les B et pour les T. Donc, ce sont les responsables de ces laboratoires d'analyse centralisée qui viendront vous parler de l'état des lieux de la biologie. Ensuite, on accueillera Marion Strulu de Necker, qui est l'investigateur principal du nouveau protocole pédiatrique adolescents et jeunes adultes, qui viendra nous parler des avancées en pédiatrie, de ce qu'ils vont en gros en termes de prise en charge. Et l'après-midi sera réservé plutôt à la prise en charge de l'adulte. Hervé Dombré, qui est le seul qui va être en présentiel, qui va nous parler de sa Bretagne. Et puis ensuite, on parlera évidemment de l'avancée majeure que sont les immunothérapies. On essaiera de finir, si on a le temps, par quelques cas cliniques interactifs. On est parti. Emmanuel, merci d'être venu parler des LAFI. Bonjour à tous. Je suis contente de faire ce cours en présentiel. Comme je commence la journée sur PLL B, chinois, j'avais prévu un tout petit rappel, mais que Nicolas vient déjà de faire. Donc, c'est juste dire que voilà, ce n'est pas une maladie fréquente chez l'adulte. En revanche, c'est le cancer le plus fréquent chez l'enfant. Et puis, du coup, c'est toujours intéressant de faire cet aller-retour entre l'hématologie pédiatrique et adulte, hein, et de voir, déjà, on peut faire ce constat que chez l'enfant, au fil des années, vous voyez, depuis, ici, c'est une étude qui avait repris la survie dans les différentes périodes. Je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, on part des années 70 jusqu'aux années 2000, 2010. Hein. Vous voyez la survie, les progrès qui ont été réalisés dans la survie de la LLB de l'enfant. À côté, vous voyez ici, voilà, c'est l'EFS, mais c'est chez l'adulte, hein, l'adulte jeune. Hein, l'adulte jeune, dans les LL, ça se définit. Ce n'est pas la même notion que dans beaucoup d'autres hémopathies. Hein. On va parler d'adultes jeunes jusqu'à 55-60 ans. Et là, c'est les données du protocole GRAL 2005, hein,
qui montre, vous voyez, une survie nettement inférieure à celle de l'enfant de nos jours. Donc, évidemment, la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est pourquoi le devenir des LAL de l'adulte est plus mauvais que celui de l'enfant. Alors, bon, c'est un peu pour provoquer. Est-ce que c'est à cause des docteurs Bon, c'est pas qu'une blague, parce que vous pouvez imaginer que dans un service d'hématologie pédiatrique, la LAL, c'est vraiment la maladie qu'on a le plus. Donc, tandis que chez l'adulte, dans certains centres, il va y en avoir peut-être 2 par an. Donc, évidemment, ça peut jouer sur les pratiques. Mais bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Donc Nicolas l'a dit, les traitements évidemment étaient importants, et lorsqu'il y a eu, comme disait Nicolas, cette prise de conscience et cet échange, en gros les hématologues adultes qui se sont inspirés des protocoles pédiatriques, on a eu cette grande marche qui a été franchie entre le protocole LALA 94 en France, l'ancien protocole, et puis le premier protocole d'inspiration pédiatrique, le GRAL 2003. Mais bon, comme je montrais dans la courbe d'avant, ça encore pas les taux de survie de plus de 90% qu'on a chez l'enfant maintenant. Donc il y a encore d'autres éléments pour expliquer. Donc évidemment, les adultes vont supporter moins bien les traitements à cause des comorbidités, et puis simplement à cause du vieillissement naturel. Donc ça va être un facteur, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Et puis moi, évidemment, je vais vous parler de la biologie des leucémies, qui n'est pas exactement la même en réalité entre les LALB de l'enfant et celle de l'adulte. Donc, quand on parle de biologie des LAL, on parle forcément, on en vient très vite à parler de la génomique. Et puis, en fait, même à la base, c'était la cytogénétique qui a déjà donné beaucoup d'éléments sur la biologie de ces leucémies. Alors là, c'est les anomalies les plus connues, celles qu'on connaît depuis plus longtemps, justement parce qu'elles étaient identifiées par la cytogénétique. Un karyotype hyperdiploïde, comme ici, la translocation 922, ou la translocation 411, qui implique le gène MLL. Donc, celle-ci, je pense que ces anomalies, je pense que vous les connaissez déjà pas mal. D'autres, vous avez quand même sûrement entendu parler, la translocation 119, qui est une fusion entre la fusion TCF3-PDX1, ou la translocation 1221, qui fait une fusion ETB6-500. Donc ça, c'était les grands groupes historiques, sachant que déjà, sur ces groupes-là, on n'a pas la même proportion entre les enfants et les adultes. Vous savez que la LALFI+, c'est la plus fréquente chez l'adulte, alors qu'elle est très rare chez l'enfant, moins de 5% des cas. Et à l'inverse, ces 2 entités ici, l'hyperdiploïdie et la translocation 1221, ce sont les 2 entités, les 2 groupes les plus fréquents chez l'enfant. Chacun représente un peu plus de 25% des cas, alors qu'ils sont très rares chez l'adulte. Or, ces 2 groupes-là sont associés à un très bon pronostic. Donc forcément, ça déséquilibre déjà beaucoup de choses. Alors, pourquoi c'est si, enfin, je l'ai déjà un peu dit en parlant du pronostic, mais pourquoi ces anomalies cytogénétiques sont si importantes? Parce qu'en fait, elles définissent la biologie de la leucémie. C'est pas juste là pour faire une classification comme ça cytogénétique, c'est vraiment, c'est des anomalies qui sont, on pense, initiatrices de la leucémie. Et en fait, elles donnent vraiment un programme biologique qui se traduit par, ici, visualisé par un programme transcriptionnel distinct. Ici, ce sont les premières études d'expression génique à grande échelle faites avec des puces, des micro-arrays à l'époque, dans les années 2000. C'est le début de ce type d'approche, où on voit qu'il y a des groupes. Donc ici, cette heatmap, c'est en horizontal, ce sont chaque colonne, c'est un patient, donc une grande série de patients. Ici, c'est pédiatrique. Et puis, ici, ce sont les gènes, et donc la couleur indique le niveau d'expression du gène. Et donc, vous voyez qu'il y a des groupes qui se dessinent, qui sont caractérisés par des différences d'expression génique. Et quand on regarde à quoi ça correspond, on retrouve finalement les anomalies cytogénétiques. Donc ça montre bien que ces anomalies cytogénétiques, vous connaissez déjà, en fait, elles sont vraiment associées à une biologie distincte. Et ça, bien évidemment, ça se traduit par un pronostic,
par un pronostic distinct. Alors pourquoi le pronostic? Parce que cette biologie distincte, ça va avoir un impact sur la présentation, on peut l'observer dans certaines entités, mais aussi et surtout sur la réponse au traitement. Et cette réponse au traitement, ça distingue, ça va se traduire par un pronostic distinct. Alors ça, ce sont des courbes qui datent un peu, hein, maintenant, c'était des données d'un protocole pédiatrique dans les années 90. Vous voyez que c'est à l'ère pré-ITK, hein, évidemment, avec un pronostic catastrophique pour les LL à chromosome Philadelphie ou les LL avec réarrangement de MLL, les 411. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les deux entités qui ont un très bon pronostic. Donc, quand on voit une telle hétérogénéité, évidemment, on se dit qu'il ne faut pas les traiter de la même façon, ces patients. Et ça, c'est vraiment le principe de base de la stratification du risque, hein, la stratification du traitement basée sur le risque, et en particulier le risque génétique, qui est très important dans les LL. Alors ça, je vous ai dit que ça c'était dans les années 90, ça a évolué, il y a des entités nouvelles qui ont été identifiées chez l'enfant, et puis les traitements ont progressé, et donc, là, les LL FI+, sont sortis de ce protocole, puisqu'elles ont commencé à être traitées dans un protocole distinct avec l'ajout d'ITK, bien sûr. Et là, donc, c'est le protocole suivant. Vous voyez cette amélioration qui est en partie, pas seulement bien sûr, mais en partie basée sur cette stratification du risque, hein, où les groupes dont on savait qu'ils étaient associés à un très mauvais pronostic recevaient une chimiothérapie intensifiée, voire une allogreffe, tandis que les groupes de très bons pronostics, on a commencé à ce moment-là la désescalade thérapeutique pour ces groupes de très bons pronostics. Vous voyez aussi que dans ce camembert des sous-types génétiques des LL de l'enfant, il y en avait quand même un peu plus d'un quart qui étaient qu'on appelait B-other, hein, c'est-à-dire non caractérisés par les approches classiques de l'histogénétique et de moléculaire. On trouve aucune anomalie dite classante. Et donc, il y a eu dans les années 2010, on va dire, 2010, il y a eu un gros effort pour essayer de caractériser ces leucémies, dont on se dit évidemment que, bon, vous voyez, leur pronostic, c'est intermédiaire, donc on se dit que probablement dans le groupe, c'est un fourre-tout, il y en a peut-être qui sont de bons pronostics et d'autres de mauvais pronostics avec des biologies très distinctes. Effectivement, c'est le cas. Et chez l'adulte, hein, ce groupe de B-other, hein, il est encore plus important puisqu'il représentait près de 50% des cas. Et donc, avec des approches en particulier de type RNA-seq, hein, on est arrivé ces dernières années à une caractérisation beaucoup plus exhaustive, hein, des LALB en pédiatrie ou chez l'adulte d'ailleurs. Et vous voyez ici une représentation de type TISNI. Alors en fait, c'est une représentation en 2 dimensions des profils d'expression que je vous ai montré tout à l'heure sous forme de clustering hiérarchique. Et c'est à partir de données d'expression. Finalement, à partir du RNA-seq, on peut faire le même type d'analyse. Hein. On regarde l'expression génique de l'ensemble des gènes. Et c'est comme un espèce de clustering. On peut comme ça voir les groupes. Chaque point, c'est un patient. Hein, des groupes de patients qui se forment. Et donc, on voit bien les différents groupes qu'on connaissait déjà et puis ceux qui ont été identifiés ces dernières années. Par exemple, DUX4, PAX5P80R, MEF2B, etc. Vous voyez qu'il y a une très grande hétérogénéité génétique. Et c'est un peu la difficulté de faire ce cours, parce que je ne vais pas faire un catalogue de tous les sous-types génétiques des LLB. Donc, vous voyez aujourd'hui où on en est chez l'adulte. Donc, il y a le grand groupe des BCR-ABL. Les BCR-ABL-like, je ne vais pas en parler parce que j'en avais parlé un petit peu lors du cours BCR-ABL en janvier. Et puis après, j'ai quand même cité une fois, les leucémies avec réarrangement de KMT2A ou MLL, les leucémies à karyotype low hypodiploïde, hein, les leucémies avec réarrangement de ZNF 384, le groupe DUX4-ERG, hein, les hyperdiploïdies, on trouve surtout chez l'enfant, mais on en trouve encore un peu chez l'adulte, la translocation TCF3-PBX1, le groupe défini par une mutation de PAX5, d'autres altérations de PAX5, des translocations IGH-CEBP, un nouveau groupe qu'on vient de décrire, qu'on a appelé CDX2-UBTF, les IAM21, qu'on trouve surtout chez l'enfant, associé à un pronostic,
Eutélysis 35, qui est un groupe donc, chez l'enfant, essentiellement, les réarrangements de MEL2D, les réarrangements de TCF3-HLF et les karyotypes miraploïdes. Bon, voilà. Donc, il faut comprendre que chaque entité a sa biologie propre, finalement, évidemment, toutes les leucémies à précurseurs fluides, mais on peut vraiment identifier, décrire des caractéristiques biologiques, des caractéristiques de réponse au traitement, etc., pour chaque entité. Donc, ça ferait vraiment un catalogue indigeste de vous parler de chaque entité les unes après les autres. Donc, je vais parler un petit peu plus d'une entité fréquente chez l'adulte, l'entité à karyotype loïc-podiploïde, surtout parce qu'elle a été très sous-estimée pour des raisons que je vais vous expliquer. Et vous voyez ici donc la répartition des différents sous-types en fonction de l'âge. C'est intéressant de voir cette évolution qui est très marquée pour certains sous-types. Donc, comme je vous ai dit, chez les moins de 15 ans, les deux groupes qui dominent, les hyperdiploïdies et les Eutélysis 35, qui sont bons pronostics. Et puis, dès qu'on passe l'âge de 10 ans, ça diminue beaucoup, de 15 ans encore plus. Et donc, après, on a vraiment une répartition vraiment hétérogène de plein de sous-types. Et puis, quand on augmente dans le temps, on a 25-40 ans, 40-55 ans, il y a les LFI+, qui deviennent vraiment prépondérantes. Et puis, quand même, deux groupes qui prennent de l'importance. Les leucémies à réarrangement de MLL. Alors, celle-ci, je ne vais pas en parler tellement parce que je pense qu'on les connaît depuis longtemps, donc vous avez tous entendu parler des leucémies avec réarrangement de MLL, mais on en trouve aussi dans d'autres hémopathies que les LAL. Elles sont associées à un mauvais pronostic. Donc dans le protocole GRAL en cours, qui se termine bientôt, c'est un critère de haut risque, les réarrangements de MLL. Et même pour certains autres groupes dans le monde, c'est un critère d'allogreffe en première rémission, ce qui n'est pas le cas dans le GRAL, et c'est quand même un critère de haut risque. Donc ça, c'était en orange. Et donc en jaune, vous voyez ce groupe de LAL loïc-podiploïde qui devient vraiment important, surtout si on considère que les LAL phi négatives chez le sujet âgé. Alors, je vous ai dit, chaque entité a sa biologie et on peut aussi, il y a encore quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est l'immunophénotype. La caractérisation immunophénotype des leucémies. Vous savez que ça fait partie du bilan de base de toute LAL au diagnostic. Il y a une caractérisation immunophénotypique qui va vous rendre LAL de type B1, donc il y a la classification EGID, c'est le groupe européen de la classification des leucémies immunophénotypique, qui va vous dire si c'est une LALB de type B1, B2, B3 ou B4. Si c'est B4, c'est plus une LALB. C'est mature, c'est dur. Et donc, on peut voir que ces différentes entités génomiques de LALB sont associées à des stades de maturation distincts. Bon, ça, c'est une approximation, c'est pas gravé dans le marbre, mais bon, globalement, quand même, on a ce qu'on appelle les leucémies, les LALB communes, ou pré-B. C'est celles qui sont de loin les plus fréquentes, surtout chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Bon, il y a beaucoup de sous-types, je ne les ai pas tous mis, mais il y a beaucoup de sous-types génétiques qui sont associés à ce stade de maturation. Et puis, on sait depuis longtemps que les leucémies TCF3-PBX1, elles ont un phénotype pré-B, donc un petit peu plus mature. Bon, ces leucémies qui sont très rares, qui sont associées à des réarrangements de BCL de MIC. On se demandait si c'est vraiment des LALB, elles ont un stade encore plus mature. Et puis, les stades les plus immatures, pro-B, qui sont, on le sait depuis longtemps, associés au réarrangement MLL, donc LT2A. Et puis, ça c'est moins connu, les loïc-podiploïdes sont aussi généralement un stade immature et les réarrangements de ZNF 384 également. Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'anomalie est survenue à ce stade-là, parce que
une anomalie peut survenir plus tôt et puis permettre encore un petit peu de maturation des précautions lymphoïdes. Et donc ça, c'est le stade auquel c'est le stade des blastes quand on les observe. Et ça, c'est important, et je pense que j'en avais parlé quand j'ai parlé des LLFI+. On peut avoir la survenue de Bessarabelle dans une cellule qui a encore un potentiel multilignée, qui explique qu'on ait la persistance de cellules matures, non lymphoblastiques, chez les patients sous traitement. Alors, une chose importante à savoir quand on parle des altérations génétiques des LLP, c'est qu'elles sont, finalement, il y a un mécanisme génomique qui est central dans la survenue de ces altérations, c'est les recombinaisons VDJ médiées inappropriées. C'est pour ça aussi que j'ai mis ce schéma ici. Vous voyez qu'au cours de cette maturation lymphoïde, se produit un processus qui est vraiment très, très important pour la maturation lymphoïde, qui sont les recombinaisons des loci qui codent les gènes des immunoglobulines pour le B, du TCR pour le T. Donc ça commence au stade pro B et puis ça se poursuit jusqu'au dernier stade médulaire de la lymphopoïèse. Et donc, ça veut dire que pendant toute cette phase, dans les cellules lymphoïdes en cours de maturation, il y a toute la machinerie enzymatique de recombinaison VDJ qui est active. Et c'est ça, finalement, qui est à l'origine, en grande partie, de ces leucémies et de ces altérations génétiques, puisqu'il y a beaucoup de ces altérations génétiques qui sont dues à une recombinaison aberrante. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un locus, par exemple IGH ici, qui va être recombiné sous l'effet des enzymes recombinases. Et puis, il se trouve qu'il peut y avoir dans le génome des séquences qu'on appelle RSS-like. RSS, c'est pour séquence signal de recombinaison. C'est des séquences qui sont de part et d'autre des segments V, D et J et qui permettent la reconnaissance par les enzymes RAG. Et donc, on a des RSS-like, donc des séquences qui ressemblent, mais qui ne sont pas dans les loci IG ou TCR, et qui peuvent être reconnues par ces enzymes. Et ça va produire une coupure et une religation à un endroit de façon inappropriée. Donc ça donne deux types de cas de figure. Donc ça, c'est le mécanisme classique des translocations de type IGH oncogène, soit IGH-MYC ou ça peut être plus loin dans la maturation des groupes. IGH, n'importe quel oncogène, on va dire. Et ça peut aussi faire des microdélétions. Quand finalement, il y a deux séquences RSS-like comme ça, de part et d'autre d'un gène qui sont reconnus, il y a la coupure des œufs, recollage, et donc le gène qui se trouve entre les deux signaux là, se trouve délété. Et ça, c'est un mécanisme qui est vraiment central dans l'oncogenèse des LLP. Et T aussi. Ça, on le sait parce que quand on regarde tous les... ça, c'est une grande étude de séquençage à large échelle qui avait... donc, ils se sont amusés à séquencer, à cloner les jonctions, séquencer tous les réarrangements, toutes les délétions, toutes les anomalies dans un certain type de leucémie, c'est les leucémies des ESI500. On retrouve au niveau des jonctions de toutes ces altérations, ces séquences RSS-like, et puis les stigmates habituels de recombinaison des VDJ, c'est-à-dire de la N-diversité. Alors, toutes ces anomalies de type microdélétion, elles vont toucher forcément des sites qui sont actifs au cours de la différenciation lymphoïde. Donc, elles vont toucher généralement des gènes qui sont normalement exprimés dans la différenciation lymphoïde. Et c'est pour ça qu'on va se rendre compte que souvent, ces altérations, elles touchent des facteurs de transcription lymphoïdes en particulier. Et donc, vraiment, en miroir des facteurs de transcription B classiques qui sont actifs,
Par exemple, PAC5, qui est vraiment le master régulateur de la différenciation intra-B, eh bien, PAX5 peut être altéré par des délétions VDJ-médiées, puisqu'il faut que la chromatine soit ouverte pour que l'immunase puisse être active. Et donc, on va vraiment retrouver ici, vous voyez, TCF3, DF1, LF1, IKZF1, c'est vraiment tous les facteurs de transcription qui sont actifs dans la différenciation d'un fluide normal qu'on va retrouver altérés en tant que gènes suppresseurs de tumeurs ou oncogènes, selon les cas, dans les LLB. Et ici, j'ai représenté, ça ne suffisait pas déjà toutes les anomalies dont je vous ai parlé, ça ce sont des anomalies additionnelles, c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré jusque-là, c'était des altérations dites classantes ou initiatrices, mais évidemment, une leucémie, c'est un processus, leucémogénèse, c'est un processus multi-étapes. Et donc, il y a encore plein d'autres altérations qui vont survenir dans le précurseur lymphoïde et contribuer au phénotype tumoral. Alors, je vais juste prendre un exemple, l'exemple de la délétion d'Icaros. Donc, Icaros, comme vous l'avez vu, c'est un gène, c'est un facteur de transcription qui est important dans la différenciation lymphoïde. Et quand on a eu accès à des techniques d'analyse du génome de type CGHRF ou SNP-array, qui permettaient de voir avec une grande résolution les microdélétions, on a pu mettre en évidence plein de microdélétions comme ça, et en particulier des microdélétions qui touchent Icaros. Donc, pour ça, c'est les différents points de cassure, elles sont souvent intragéniques, donc on perd une partie des exons d'Icaros pour cette délétion-là qui est la plus fréquente et qui conduit à l'expression d'un dominant négatif d'Icaros. Et c'est intéressant de voir que cette anomalie d'Icaros, on la retrouve dans 20-30% des LLB, mais surtout, quand on regarde la fréquence par sous-type génétique, on voit que c'est très variable. Elle est très fréquente dans les LAL-Phi+, les cérabelles. On s'est même demandé si c'était finalement pas la délétion d'Icaros qui conférait le mauvais pronostic au LL des cérabelles. Non, ça a été évoqué. Et puis, il y a d'autres sous-types où c'est très, très rarement identifié, comme TCF3 ou TDX1 ou TD6-25. Donc, finalement, chaque leucémie, c'est une combinaison d'une anomalie initiatrice plus plusieurs anomalies additionnelles. Et cette combinaison, elle n'est pas au hasard. Donc, il y a vraiment une biologie de chaque leucémie avec probablement des anomalies qui coopèrent entre elles pour donner le phénotype tumoral. Alors, je parle aussi de la délétion d'Icaros parce que c'est une anomalie qui a un impact pronostique important et ça a été bien observé dans les LL pédiatriques comme dans les LL de l'adulte. Là, j'ai mis les deux études françaises, mais il y a eu plein d'autres études dans le monde par d'autres groupes qui ont montré à peu près la même chose, c'est-à-dire que les délétions d'Icaros sont associées à un plus mauvais pronostic. Donc ici en EFS chez l'enfant et ici en séance cumulée de rechute dans le protocole GRAL. Du coup, c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que la délétion d'Icaros est l'autre altération génétique qui représente un critère de haut risque dans le protocole GRAL actuel de traitement des LL de l'adulte. Et c'est intéressant de voir aussi que l'impact pronostic de cette délétion d'Icaros, donc qui est une anomalie additionnelle, il n'est pas exactement le même selon avec quelle anomalie initiatrice elle s'associe. Ici, on voyait à une époque où il y avait encore un gros groupe de Behausers mal caractérisés que c'était surtout associé à un mauvais pronostic dans les Behausers. Ces Behausers, il y a une partie, maintenant on le sait, qui sont des LAL phi-like. Et donc, finalement, de même que les délétions d'Icaros sont fréquentes dans les LL Phi+, elles sont également fréquentes dans les LL Phi-like. Et donc, quand on cherche les délétions d'Icaros, quelque part, on va aussi un peu identifier une certaine proportion de LL Phi-like. À l'inverse, on s'est rendu compte que ces délétions d'Icaros, elles ne sont pas associées à un mauvais pronostic quand elles sont associées aux délétions de ERG. La délétion de ERG, ça définit un autre sous-type, je vous ai parlé du sous-type DUX4-ERG,
Et donc, c'est assez surprenant de voir ici que les délétions d'Icaro sont associées à un mauvais pronostic, mais pas lorsqu'elles sont en association avec les délétions de R. Bon, tout ça, ça complique beaucoup les choses. Hein. Et évidemment, ça souligne le fait qu'il faut vraiment faire ce genre d'études sur des grandes cohortes pour pouvoir en tirer des informations utiles. Alors, je reviens sur mes histogrammes d'âge. Hein, et donc, je vais, dans la suite de ce cours, hein, je vais vous parler de ce sous-type, l'eau hypodiploïdique, qui est en plus c'est un sujet de recherche de notre laboratoire et au sein du GRAL en ce moment. Donc, on a des données nouvelles que je vais vous présenter. Ah, non. Voilà. Alors, donc la low hypodiploïdie, bon, je garde le terme anglais, on peut parler en français de grande hypodiploïdie, ça se définit par un karyotype à 32 à 39 chromosomes. Mais, voilà, en voilà un exemple. Mais on se rend compte, comme dans l'hyperdiploïdie, qui n'est pas du tout random, dans l'hypodiploïdie, ce n'est pas n'importe quel chromosome qui sont perdus. Hein, on va avoir une formule assez stéréotypée, où on perd généralement un peu toujours les mêmes chromosomes. Donc ça, on savait que cette entité, on sait depuis assez longtemps, comme on sait la reconnaître en cytogénétique, on savait qu'elle était de mauvais pronostic. Hein. Chez l'enfant, ça fait partie des groupes de plus mauvais pronostics qui sont dans la stratification, ils sont traités de façon la plus intensive. Chez l'adulte, on le savait aussi, mais c'était un groupe qui était assez peu reconnu. Une autre chose qu'on sait des études pédiatriques, hein, c'est que ces LAL low hypodiploïdes, elles sont très associées à des mutations de P53. Dans cette étude, hein, c'était dans plus de 90% des cas, et de façon très inattendue et intéressante, chez la moitié de ces patients pédiatriques, hein, la mutation de P53 était en fait à l'état germinal, ce qui définit presque en fait un syndrome de lymphopénie, de prédisposition au cancer. Alors, chez l'adulte, on a voulu mieux caractériser cette entité. Et donc, on a étudié une grande cohorte de près de 600 LAL filles négatives de l'adulte. Hein. Ça correspond aux patients inclus dans le GRAL 2014, hein, donc de 18 à 59 ans. Et puis, dans le protocole EWALINO, qui est un protocole pour le sujet âgé, donc de plus de 55 ans. Et donc, en reprenant les données de karyotype et en faisant également une approche par NGS, hein, sur un panel de gènes altérés de façon récurrente dans les LAL, on a pu identifier ces LAL low hypo. Alors, ces données de NGS, on peut aussi s'en servir, pas seulement pour détecter les mutations, mais pour détecter les anomalies de nombre de copies. Donc, vous voyez un exemple ici, en fait, les chromosomes sont classés, enfin, l'équivalent des chromosomes sont classés de 1 à 22 et le X ici, et on voit les anomalies comme ça, les déséquilibres ici, qui correspondent à des gains ou des pertes chromosomiques. Et donc déjà, ce qu'on a pu voir en faisant ça, c'est que dans 30... Donc ça permet de voir ces aneuploïdies. Et donc on s'est rendu compte qu'il y a 33% des cas au total qui avaient un... 33% des low hypodiploïdes, hein, avaient un karyotype normal, hein, ou un échec de karyotype. Donc ça explique déjà pourquoi ce sous-type était un peu sous-estimé. C'est que souvent on a un karyotype normal ou un échec de karyotype. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour dire au passage, qu'est-ce que c'est un karyotype normal, hein? Ça peut être effectivement que les blastes ont un karyotype normal, ça arrive. Mais ça peut être aussi que les blastes n'ont pas poussé et que le karyotype normal, c'est le karyotype des cellules normales résiduelles. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Alors, ce qu'on appelle un échec de karyotype, hein, c'est quand on n'a pas réussi à avoir 20 mitoses, 20 mitoses sur toute notre méthode, sur notre prélèvement. Mais parfois, on arrive à avoir les 20 mitoses, sauf que c'est des mitoses normales qui sont en fait
qui correspondent aux cellules normales, parce qu'on n'a jamais évidemment 100% de blastes. Et donc, si les blastes poussent mal dans les conditions de culture, parce que vous savez que pour faire un karyotype, il faut mettre les cellules en culture pour avoir la chromatine sous forme de chromosomes, pour avoir des métaphases. Et donc, parfois, les blastes poussent mal, et finalement, ce qu'on fait pousser, c'est les cellules normales. Donc ça, c'est important à garder en tête. Et là, dans ce cas, probablement parce que c'est une entité qui, avec des blastes qui ne poussent pas bien dans le tube, donc il y avait beaucoup de karyotypes dans l'eau. Et quand on fait une analyse sur l'ADN, on n'a pas mis les blastes en culture, on a pris complètement directement et on a fait l'analyse génomique. Et donc, on peut rattraper ça comme ça et voir la nucléoïdie de cette façon. Donc, en faisant ça, on a pu classer tous les patients en fonction de leur nombre de chromosomes, moins de 40, 41 à 49 ou plus de 50. Donc, moins de 40, ça définit finalement la low-lipodiploïdie. Donc, on en avait déjà 41 qui répondent à la définition low-lipodiploïde sur le nombre de chromosomes. Mais on en a aussi qui ont plus de 50 chromosomes. Et là, il a fallu aller regarder un peu plus par une autre technique, parce qu'on sait qu'il y a un phénomène qui est décrit, qu'on connaît, qui est que le génome lipodiploïde peut se dupliquer et donner finalement un karyotype qui est très hyperdiploïde au contraire. D'accord. Donc ça, c'est un piège. C'est un piège classique que les cytogéniciens connaissaient déjà, mais malgré tout, il y a quand même des cas qui peuvent être mal classés, parce que lorsqu'on a un karyotype hyperdiploïde par duplication du karyotype low-hypodiploïde, ça ressemble à s'y méprendre avec une vraie hyperdiploïdie comme on en voit chez l'enfant. Donc, pour bien faire la distinction entre ces deux entités, la vraie hyperdiploïdie par gain de chromosomes et puis l'hyperdiploïdie par duplication d'un génome hypodiploïde, on peut faire ce qu'on appelle une analyse de perte d'hétérozygotie. Donc là, on l'a fait toujours avec nos données de NGS, puisque, vous l'avez bien compris, dans une low-hypodiploïdie dupliquée, en fait, les chromosomes qui paraissent, les paires qui paraissent normales, comme ça, qui sont disomiques, en fait, il y a une disomie uniparentale. Ces deux chromosomes viennent d'une duplication d'un seul chromosome. Et donc, ils sont identiques, ces deux chromosomes. Il n'y a pas un chromosome paternel, un chromosome maternel. C'est ce qu'on appelle la disomie uniparentale, ou perte d'hétérozygotie sur l'ensemble d'un chromosome. Donc, on a pu identifier ça aussi. Et on se rend compte que chez l'adulte, au sein des patients qui présentent un karyotype avec plus de 50 chromosomes, en fait, il y en a la moitié qui sont des low-hypodiploïdes dupliqués. Donc, finalement, dans les études antérieures, il y avait probablement beaucoup d'hyperdiploïdes qui n'en étaient pas, et qui d'ailleurs n'avaient pas un si bon pronostic que ça. Alors, en fait, c'est probablement parce que c'est des low-hypodiploïdes dupliqués, donc masqués. Donc voilà, déjà, on a bien caractérisé notre cohorte et on a comme ça une cohorte de 80 patients avec karyotype, enfin génome, on va dire, low-hypodiploïde. Et on voit que quand on regarde le nombre absolu de patients en fonction de l'âge, on voit que vraiment c'est une entité qui augmente avec l'âge. Ce n'est pas seulement la proportion qui augmente, c'est vraiment en valeur absolue. Enfin, vous voyez qu'au-delà de 55 ans, ça a vraiment augmenté. Ça, c'est pas forcément attendu. C'est vrai que la proportion était plus importante chez les sujets plus âgés, mais c'est vraiment une prévalence qui augmente. Et ça, c'est la proportion. Et effectivement, la proportion, elle devient vraiment très importante chez les plus de 55 ans. C'est un tiers quasiment des LL finants. Alors, ensuite, on a regardé les anomalies associées donc les mutations en particulier associées à ces génomes low-hypodiploïdes. On retrouve, comme ça avait été décrit chez l'enfant principalement, depuis quelques études adultes, une très grande fréquence des mutations de P53. En fait, on n'a que 2 patients sur 80 qui n'ont pas de mutation P53, probablement on les a loupés. Donc quasiment 100% de cette entité a des mutations de P53. Ça, c'est particulier parce que l'élimination de P53, ce n'est pas quelque chose de fréquent dans les leucémies, dans les LAL, contrairement à l'ensemble des cancers.
On en trouve pas mal dans les LAM. Dans les LAM, c'est assez rare. Hein. Et donc, finalement, elles sont, la grande majorité des mutations de P53 sont restreintes à cette entité loïc-polyploïde. C'est ça. Presque, on peut dire que ça superpose. Pas tout à fait. Et puis, on peut voir aussi d'autres gènes qui n'étaient pas forcément attendus, hein, parce que c'est des gènes qui sont plutôt mutés dans les hémopathies myéloïdes. Vous voyez ici, TET2, des MT3A. Alors, ces gènes, on les connaît dans les hémopathies myéloïdes, mais aussi, c'est des gènes classiquement, des gènes classiques de l'hématopoïèse clonale liés à l'âge. Donc, au total, chez 20% quand même des cas. Ce qui n'est finalement pas si inattendu, parce que c'est des patients plus âgés, donc finalement, on peut se dire qu'ils ont une hématopoïèse clonale liée à l'âge, en plus de leur LAL. Et donc, devant ces mutations P53, on s'est posé la question, est-ce qu'elles sont germinales, comme ça a été décrit chez l'enfant, en tout cas chez la moitié des cas? Est-ce que c'est plutôt une altération génétique tardive, additionnelle? Après le génome polyploïde, il y a une acquisition de mutation P53, comme c'est le cas dans beaucoup de cancers, hein, où la survenue de la mutation P53 est plutôt associée à un gain en agressivité, une progression de la maladie. Ou est-ce que ce ne serait pas aussi parce que P53 a également été décrit dans les hématopoïèses clonales liées à l'âge? Est-ce que ce n'est pas finalement cette mutation P53 dans ce contexte de DARCH, donc Age-Related Clonal Hematopoiesis? Vous voyez ici, c'était une des études Princeps ayant mis en évidence l'hématopoïèse clonale liée à l'âge. On voit que TP53, c'est quand même un des gènes principaux, hein, le plus fréquent étant DNP3A, et puis après P2, SXL1, TP53, bientôt. Donc pour répondre à cette question, on est allé regarder si on trouvait des mutations de B53 à la rémission chez ces patients. Donc, ces patients, ils ont été traités dans ces protocoles, donc ils ont reçu une cure d'induction. La plupart, si ce n'est tous, se sont mis en rémission. Et donc, on a regardé dans le prélèvement de rémission, dans un mois de rémission, si on retrouvait la mutation P53. Et bien, effectivement, dans en tout cas un tiers des cas, en tout cas avec la sensibilité classique des techniques, on retrouve la mutation P53 qui a une fréquence allélique assez variable. Hein. Parfois, c'est une toute petite VAF, et donc on peut se dire d'ailleurs que si on avait une meilleure sensibilité, on en trouverait encore plus. Et puis parfois, c'est vraiment un clone majoritaire. Hein. On est presque à donc une VAF à 50%, ça veut dire finalement que toutes les cellules sont quasiment toutes les cellules de la moelle sont hétérozygotes pour la mutation P53. Puis on a regardé aussi par la même occasion pour DNMT3A et TET2, et on voit aussi qu'il y a une fraction des patients qui conservent leur mutation DNMT3A et TET2 la rémission, ce qui va bien avec cette notion d'hématopoïèse clonale liée à l'âge. Ici, vous avez des cinétiques avec plusieurs time points, ici diagnostiques et puis plusieurs points de suivi chez plusieurs exemples de patients. On voit effectivement qu'il y a une persistance de la mutation P53, ça c'est en jaune, tandis qu'en bleu et vert, ici, vous avez la maladie résiduelle basée sur les réarrangements IGTCR. Hein. La maladie résiduelle, telle qu'on la mesure classiquement, vous voyez que ces patients étaient clairement en bonne réponse moléculaire, hein, pour la plupart, hein, et pourtant, ils ont une mutation P53 qui persiste, hein, parfois à des taux vraiment très élevés. Donc, cette mutation P53, évidemment, elle n'est pas liée au blast. Donc, pour aller plus loin quand même dans cette caractérisation, on a fait une approche de caractérisation à l'échelle de la cellule unique, hein, donc single cell. Et puis là, c'est une technique de single cell qui permet d'avoir deux types d'informations. L'information du génotype, hein, on peut regarder, on a un panel de gènes qui permet d'avoir l'information sur une mutation, en particulier la mutation P53, et aussi un panel d'anticorps, hein, qui permet d'avoir l'information, enfin de faire un immunophénotypage à partir de ces données. Et puis on a aussi rajouté des SNP qui nous permettent de faire une étude de perte d'hétérozygote aussi, et des séquences pour détecter les réarrangements clono-IGTCR des patients, hein, ceux qui nous servent pour faire la maladie résiduelle. Donc ça, c'est un exemple pour... et donc, on a fait cette analyse chez 3 patients au stade de la rémission.
Donc, vous voyez qu'on a, donc là, c'est la représentation de type UMAP. Il y a le clustering correspondant. Donc, on arrive comme ça à identifier à partir des marqueurs de surface, grâce aux anticorps, on arrive à identifier les différentes populations cellulaires de la moelle, donc les cellules érythroïdes, les cellules des monocytes, des myéloïdes, les lymphocytes T, CD4, CD8, et un petit peu de B normaux. Et donc, une fois qu'on a identifié nos populations cellulaires, on peut projeter le génotype P53 sur ces populations. Et donc là, on voit, donc ici avec le code couleur jaune, c'est la mutation P53 de façon hétérozygote, vert c'est wild type et rouge c'est homozygote. On voit que toutes ces cellules ici, qui sont des cellules myéloïdes et érythroïdes, c'est ça. Myéloïdes et érythroïdes sont enfin, la plupart, une majorité sont hétérozygotes pour la mutation P53. Donc, ça explique ce qu'on voyait en bulk, que cette mutation P53 persistait à un taux élevé, c'est parce qu'elle est dans les fractions myéloïdes qui sont majoritaires dans la moelle de l'émission. On en voit aussi un petit peu ici dans les cellules T, cellules+. Mais ce qu'on peut dire quand même là-dessus aussi sur l'information sur les cellules T, c'est que la majorité des cellules T ne portent pas la mutation P53 et donc ça nous confirme au passage que cette mutation elle est bien somatique, elle n'est pas germinale comme ça pouvait être aussi supposé devant la persistance à un taux aussi élevé. Donc, on l'a fait chez 3 patients. Je ne vais pas détailler tous les patients. Enfin, tout ce qu'on peut quand même souligner ce patient-là qui est très particulier parce que chez lui, donc à la rémission, on a persistance de la mutation P53, mais ici, elle est homozygote, cette mutation P53. Et en fait, ce patient, on a aussi, par les autres systèmes dont je vous ai parlé, de perte d'hétérozygotie, etc., on a aussi pu voir que cette patiente, en l'occurrence, avait aussi une délétion 5Q et une délétion 17P dans des cellules qui sont des cellules matures, alors qu'elle est vraiment en rémission moléculaire de sa LRM. Donc, ça suggère qu'il y a quand même un clone hématopoïétique qui est subnormal, voire carrément pathologique, même si cliniquement, il y avait à ce moment-là pas de signes d'hémopathie myéloïde associée. Je vais aller un peu plus vite. Après, en étudiant également par cette approche les prélèvements au diagnostic, on a pu montrer que cette population de cellules mutées pour P53, myéloïdes ou érythroïdes, mutées P53, elle était déjà présente au diagnostic, même si elle était très minoritaire, puisqu'au diagnostic, la grande majorité des cellules sont les lymphoblastes. Et donc, on peut voir qu'il y a bien une population qui est mutée P53, qui ne correspond pas à des blasts et qui a un phénotype de cellules érythroïdes, ici en France, ou NK, enfin, il y a différentes lignées qui sont porteuses de cette mutation P53. Donc, la même chose. Donc, finalement, on peut, pour ces 3 patients étudiés en single cell, on peut retracer l'histoire de l'architecture clonale et la séquence de l'acquisition des différentes mutations. Donc, par exemple, pour celui-ci, celui de celle de droite, qui avait aussi une mutation des MT3A. On a aussi retrouvé cette mutation des MT3A dans l'ensemble des lignages hématopoïétiques. Et donc, on peut retracer que cette mutation, elle est survenue en premier des MT3A dans une cellule qui est multipotente, hématopoïétique. Et puis ensuite, la mutation P53. Et ensuite, seulement, le génome loïpodiploïde, cette grande anomalie génomique, la loïpodiploïdie, s'est produite et a provoqué la leucémie. Et donc, quand on traite la LAL, on retrouve finalement l'hématopoïèse, le clone qui a persisté, qui peut être myéloïde dans les différents lignages porteurs de la mutation. Donc voilà, pour conclure sur cette entité, il faut retenir que la loïpodiploïdie, c'est un sous-type vraiment important chez le patient âgé selon les critères bien sûr. C'est-à-dire
que ça augmente à partir de 45 ans. Que la mutation P53, c'est une altération pi allélique, que j'ai peut-être oublié de préciser, mais il y a toujours une perte du deuxième allèle par perte du chromosome 17 en fait, dans la polyploïdie. Donc c'est vraiment la caractéristique de cette entité. On peut trouver aussi chez ces patients d'autres mutations de type ARCH, touchant des MD3A, 2 en particulier. Et que donc, chez la plupart des patients, cette leucémie, elle survient à partir d'une cellule ancestrale qui est P53 mutée et qui est non restreinte au compartiment lymphoïde. Et donc, vous trouvez ensuite cette hématopoïèse clonale chez le patient en rémission. Et donc, évidemment, l'impact clinique de ça va être évalué, qui est dans le protocole évalué, mais aussi dans le protocole grave. Et voilà, là, je m'arrête là. Merci Emmanuel. Vous avez des questions? Je vais commencer. Comment ça se passe aujourd'hui quand les échantillons sont adressés? Qu'est-ce qui est fait en local? Est-ce qu'on a accès rapidement? Quel est un peu votre process en centrale et quel est le rythme auquel on peut s'attendre à avoir les résultats? Ouais. Alors, la bonne question. Donc, aujourd'hui, le bilan biologique de base de LALD, centralisé, ça va être on va rechercher la délétion d'Icaros. Par une technique ciblée, on recherche la délétion d'Icaros, donc ça, simplement parce que c'est un critère stratifiant dans le protocole Graal. On cherche en même temps la délétion de R, mais ça va pas avoir d'impact. Il y a tout un tas d'anomalies qu'on va rechercher avec des techniques ciblées de biologie moléculaire. On va rechercher les transcrits de fusion. Donc on a une technique qui permet de rechercher un panel large de transcrits de fusion. Pas exhaustif parce qu'il y a énormément de transcrits de fusion avec plein de partenaires différents, mais voilà, on en trouve quand même pas mal. On va aussi, donc ça va se faire dans des délais courts, en 2 semaines à peu près. Et puis pour les patients, enfin, pour tous les patients, mais dans une autre temporalité, on va faire en IGS. Et puis, on va faire aussi du RNA-seq, qui permet non seulement d'identifier les transcriptions qu'on n'aurait pas trouvées avec nos techniques ciblées, et puis aussi d'avoir ce profilage transcriptionnel large qui n'a pas d'application aujourd'hui directe pour la stratification du patient, mais c'est dans une démarche de recherche et qui peut quand même donner des informations aussi. Chez l'ADUC, il y a 15 ans, on avait 50% des patients qui étaient béoseurs. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est quand on dit béoseur, c'est-à-dire cette espèce de boîte noire dans laquelle on n'arrivait pas à savoir quelle était aujourd'hui, c'est la petite part de camembert là, que j'ai montrée. Hein, c'est peut-être 5-10%. C'est bon, ouais, 10% quand même. Enfin, ça dépend du travail qu'on donne, si on a vraiment tout le matériel biologique pour pouvoir faire toutes les techniques, parce que c'est ça qui peut être limitant parfois, c'est quand on n'a pas d'ARN, on ne peut pas faire de RNA-seq. Mais quand on peut vraiment faire toutes les approches choses, ouais, il ne reste pas grand-chose de... Juste, c'est important ce que dit Emmanuel sur la qualité de l'échantillon et la qualité de la moelle initiale. Il faut le redire, c'est-à-dire que les prélèvements centralisés qui partent maintenant vers les... Donc il n'y a plus que 2 laboratoires, et pour simplifier les choses dans l'avenir, on va aussi centraliser les techs, parce qu'avant, il y avait la tech qui partait à un endroit, la caractérisation qui partait à un autre, donc du coup, il fallait couper les échantillons en 4. Mais la qualité de l'échantillon initial va déterminer énormément la façon dont on va pouvoir travailler par la suite. C'est vrai, je n'ai pas insisté là-dessus, mais il faut savoir que la LALB, ce n'est pas une leucémie qui est très hyperleucocytaire. En fait, dans un protocole grave, quand on regarde la médiane de la leucocytose, on est à 6 gigaparis, je crois. Ça veut dire qu'avec le sang, on peut rarement, avec le sang périphérique, on peut rarement avoir du matériel pour faire cette caractérisation. Donc, il faut vraiment de la moelle, et il faut de la moelle pas émodiluée, quoi.
ça paraît évident, mais ce n'est pas si trivial. Il faut savoir que dans les prélèvements qu'on reçoit, nous, on évalue systématiquement le pourcentage de blast qu'on a vraiment dans le tube pour biologie moléculaire. Et il est très souvent très en dessous du pourcentage de blast qui est indiqué sur le monogramme. Il y a peut-être 80% de blast sur le frottis, mais nous, dans le tube, on en a 40%. Donc, il faut limiter ça au maximum Et puis aussi, il y a des patients qui sont très difficiles à prélever, carrément, où l'aspiration n'est carrément pas possible. Et là, il faut savoir qu'on peut travailler dans ces cas-là sur une BOM, fraîche. C'est important de nous la transmettre fraîche, de ne pas l'envoyer à la pâte, de la fixer immédiatement. Pardon, pas la fixer maintenant. Oui, de temps en temps, oui, vous la mettez dans un pot de formol, un pot de congélateur, il ne faut surtout pas le faire. Hein, ça doit être transmis au laboratoire frais. Dans une compresse stérile, imbibée de sérum fille. Et nous, là-dessus, on peut travailler, on peut extraire l'ADN, l'ARN. Sur un prélèvement complètement modulé, ça va être vraiment. S'il y a moins de 10% de glace, 20% de glace, ça va être vraiment compliqué. Important, il y a pas mal de maladies qui ne sont pas très bien aspirables. C'est peut-être même plus chez l'enfant que chez l'adulte, mais il y a des situations où je crois souvent plus que de thé d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à aspirer. Ça doit vous faire penser à. Vous arrivez toujours à avoir 3-4 plages dans le sang pour faire un phénotype et savoir dans quel contexte on est, mais après, pour avoir accès à toute la biologie un peu sophistiquée, il faut penser vraiment à la biopsie. Pas si rare que ça. Oui.